Cette semaine, aux actualités TVCO, une étude sur le paysage de Baie-Saint-Paul. Élection municipale en route vers le 7 novembre. Jean Fortin a vécu son dernier conseil municipal. Défi des 5 sommets, on dresse un bilan. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul lance son encan virtuel. Et on termine l'émission en parlant de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. Comment préserver l'actif paysager de Baie-Saint-Paul? On en parle avec le professeur de géographie de l'Université Laval, M. Guy Mercier. Le but de tout ça, c'est de fournir à terme aux aménagistes des moyens concrets pour préserver le paysage. Plus précisément pour maintenir ou accroître la valeur économique. Hein, je pense que c'est un élément original de la recherche. Là, c'est la préoccupation économique là, qui nous gouverne. D'où l'attention qu'on porte à l'attractivité du paysage et puis à son appréciation par des usagers. Le belvédère de Baie-Saint-Paul, situé sur la route du fleuve, est un patrimoine paysager de Charlevoix observé tous les jours par les passants et les automobilistes. C'est pourquoi il fait partie du projet de recherche sur le paysage du professeur Guy Mercier. 3 sites sont à l'étude, Baie-Saint-Paul, qui vous concerne plus directement, mais aussi Donnacona et le Vieux-Québec. En fait, trois belvédères là, qui sont dans chacun de ces sites-là. C'est une étude qui est commandée là, par Développement Côte-de-Beaupré, qui est dans le cadre de l'entente sur les paysages de la capitale nationale. Ça nous amène à mettre l'usager, le résident, le visiteur au cœur de l'enquête. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que pensent les gens qui viennent voir un paysage à Baie-Saint-Paul, à Donnacona, dans le Vieux-Québec. Pourquoi ils viennent? Comment ils jugent le paysage? La participation citoyenne est importante pour permettre l'obtention de résultats plus précis et significatifs. On demande aux gens pourquoi ils sont venus, pourquoi ils se sont arrêtés, puis une fois sur place, qu'est-ce qu'ils apprécient? Tout particulièrement. C'est facile de se rendre compte que les gens aiment le panorama en général, mais on essaie d'aller un petit peu plus loin pour savoir qu'est-ce qui tout particulièrement attire votre attention. La collecte de données sert à orienter l'aménagement paysager, soit par des normes, réglementations ou des projets. Dans le cas présent, l'étude pourra mener à suggérer un ou plusieurs projets, par exemple, couper certains arbres qui bloquent la vue. Le regard se porte sur une chose en particulier, même si ce qui est devant nous est très vaste, mais on peut diriger le regard plutôt vers la gauche, plutôt vers la droite, s'intéresser au chenal du fleuve, plutôt au massif devant nous, ou plutôt regarder vers la vallée et puis la ville. Et là, il peut y avoir des préférences qui s'expriment. Donc, c'est ces éléments de préférence qu'on va aller rechercher et on va essayer aussi de détecter s'il y a des éléments de gêne. Est-ce qu'il y a des choses qui gênent dans le paysage? Et souvent, ce qui gêne, c'est l'avant-plan. Hein? Il y a des arbres là, dans le haut de la falaise qui bloquent la vue ou... là, je vous donne en vrac là, des éléments qu'on a pu récolter. Oui. Il y a un édifice là, nouveau, là, les dernières fois, il n'était pas là, puis il me semble que ça départ dans le paysage. On va récolter ces petits éléments parce qu'il y a des gens qui viennent souvent dans vos mêmes lieux. Ils sont capables de nous conter un peu l'histoire de l'évolution du paysage, ou du moins de
l'évolution de leur appréciation du paysage. Guy Mercier espère une réponse positive des résidents et des gens d'affaires et souhaite que l'enquête ciblée permettra de raffiner les propositions. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Dans le cadre des élections municipales qui se dérouleront le 7 novembre prochain, nous avons fait parvenir à tous les candidats à la mairie ainsi qu'aux candidats dans les districts de Baie-Saint-Paul une invitation à participer à différentes soirées électorales pour vous permettre à la maison d'entendre nos candidats et de mieux connaître leur programme et leurs propositions. Et j'en parle avec Élisabeth Pailleur, notre journaliste. Élisabeth, bonjour. Bonjour, Martin. Alors, Élisabeth, on est heureux parce qu'il y a la grande majorité des candidats que nous avons conviés à ces émissions ont répondu positivement. Oui, absolument. On est très contents. Puis d'ailleurs, on va aller voir tout de suite à quoi ça va ressembler. Oui. Tout d'abord, le 14 octobre, ce sera enregistré. Donc, ce ne sera pas en direct, mais bien enregistré en studio. On aura des éboulements Pierre Tremblay de Saint-Hilarion, Patrick Lavoie et de Saint-Urbain, Claudette Simard. Les 3 maires qui ont été élus par acclamation. Absolument. Et ensuite? Et ensuite, la semaine qui suit, là, ce sera émission spéciale sur 3 jours, soirée électorale. Et là, ce sera en direct sur nos ondes. Oui. Ainsi que sur Facebook. Tout d'abord, à l'île aux Coudres, le 18 octobre à 19h30, vous aurez Patrice Desgagnés contre Christian Dufour. Ensuite, de Petite-Rivière-Saint-François, le 20 octobre, 19h30, Serge Bilodeau et Jean-Guy Bouchard. Et Baie-Saint-Paul maintenant? Oui, ce sera le 21 octobre à 19h30. Donc, on aura Luc Goudreau contre Michael Pilote. Et ne pas oublier également qu'il y aura les conseillers qui sont donc en élection, qui seront là également. On attend toujours des réponses de leur part. Oui, on a effectivement 4 districts qui sont contestés sur 6 dans Baie-Saint-Paul. Alors, pour l'occasion, on a effectivement décidé de faire une émission spéciale. Ce qui est important de mentionner, c'est que chacun de ces candidats va avoir des questions qui vont être à peu près semblables dans des thèmes qu'on a choisis. Oui, tout à fait, Martin. Puis, c'est regroupé dans 3 thèmes là, qu'on a choisis et que vous avez choisis. D'abord, la vie municipale. Donc, il y aura dans la vie municipale la fiscalité, service à la population et la circulation. Oui. Ensuite, le développement économique et l'environnement. Puis, pour terminer, il y aura sur le sujet de la culture, loisirs et tourisme. Alors, mentionnons enfin que chaque candidat aura à peu près une quinzaine de minutes d'audience pour répondre à ces questions-là et que lorsque les postes sont contestés, eh bien, les candidats ont l'opportunité de choisir ou non d'avoir un débat libre, un échange libre avec leur opposant dans le cadre, bien sûr, de ces prestations qui devraient durer pour chacun des candidats, pour chacun des postes, environ une quinzaine de minutes. Donc, on invite les gens à être là avec nous lors de ce débat à la télévision ou sur Internet. Enfin, c'était le 7 octobre dernier, le dernier conseil de ville avec l'équipe sortante à Baie-Saint-Paul, dont le maire Jean Fortin. Exactement, et c'était rempli d'émotions, je dirais, là, comme conseil de ville. Il y a 3 choses qui ressortent là, puis que j'aimerais vous parler, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Oui. Dans la catégorie règlement, le point 3, l'avis de motion et sur le projet de zonage éolien. Donc, on a parlé d'un projet de règlement qui sortirait prochainement. L'entreprise qui s'occuperait de ça, c'est Boralex. Puis, ils veulent permettre l'éolien sur le territoire qui est déjà délimité par la MRC. Le but, c'est d'être prêt à négocier. Donc, pour l'instant, rien n'est officiel, mais on parle vraiment du secteur des terres du séminaire. Donc, peut-être prochainement, là, ce sera quelque chose qui pourra... Il y aura également consultation publique, là, évidemment, avant toute chose. Donc, c'est à suivre pour le projet, là, le projet de règlement de zonage pour permettre plus d'éoliennes dans Charlevoix. Exactement. OK. Deuxième chose qui a attiré mon attention, c'était le point 9, toujours dans la même catégorie des règlements, un avis de motion pour le projet de règlement de l'Aréna Luc et Marie-Claude. Donc ça, on en avait déjà parlé un peu dans le passé. Ça fait longtemps que c'est un dossier qui est mené à la ville de Baie-Saint-Paul, oui. Tout à fait. Et on parlait d'un règlement d'emprunt de plus de 6 millions de dollars. Donc c'est quand même un montant très important. Il y a M. Pilote, d'ailleurs, qui disait que c'est un investissement à long terme et ils sont très heureux là, d'aller de l'avant dans ce projet. Donc le début des travaux devrait se faire aux alentours de printemps 2022. Donc, oui, et on apprenait également au conseil municipal
que la somme réellement déboursée par la Ville de Baie-Saint-Paul, parce que ça fait l'objet de différentes subventions, là. Oui. Donc, la somme réellement tourne autour de 2 millions de dollars la facture finale pour la Ville de Baie-Saint-Paul, les autres gouvernements s'engageant à couvrir oui. Le reste des dépenses. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce qu'il y a d'autres faits saillants à nous souligner? Oui, un dernier que j'aimerais oui. regarder avec vous, c'était donc dans la résolution administration et législation, le point 4, le parc agroalimentaire. Donc, on est dans l'adoption du plan directeur. Le terrain devrait mesurer environ 450 000 pieds carrés. Ça, c'est derrière la microbrasserie. Oui, et derrière les ateliers circonstances. Exactement. Oui. Donc, il y aura consultation des citoyens. Et Monsieur Duchesne, conseiller, disait que c'est un projet collectif. Donc, on est très heureux à ce niveau-là. Puis, ce sera à suivre également là, dans les prochains mois. Et comment se sont passées les salutations au maire Jean Fortin qui quitte après tant d'années? Beaucoup d'émotions, comme je le disais tout à l'heure. Les conseillers le remerciaient de son travail. Puis je crois que vous l'avez rencontré d'ailleurs cette semaine avant ce dernier conseil. Oui, bien, on lui a demandé une dernière entrevue à partir de son siège de président du conseil municipal, siège qu'il va abandonner après tant d'années. Alors, il a accepté de faire un petit peu le bilan avec nous. Alors, on va écouter ça, mais moi, je vous remercie, Elisabeth Paillard. Merci beaucoup. Merci. On écoute l'entrevue que Jean Fortin nous a accordée. Jean Fortin, bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour, bienvenue. On a demandé à ce que cette entrevue se fasse à partir de votre siège de président du conseil municipal, le siège qui est réservé au maire, un siège que vous occupez depuis 25 ans et oui. Pour lequel vous aviez été aussi conseiller. Donc, c'est 32 ans de vie politique. Vous passez à autre chose à compter de cette semaine. Comment on se sent après toute cette route quand on décide de changer de chemin? Écoutez, on sent... Bon, il y a plusieurs sentiments là, en même temps. On passe par toute la gamme des émotions, j'oserais dire, là, mais moi, je suis, comme je l'ai déjà dit, je suis très à l'aise avec ma décision. Elle a été réfléchie depuis un bon bout. Elle a été annoncée depuis 1 an. Ça serait-tu comme un soulagement un peu? C'est pas vraiment un soulagement, mais c'est comme le goût de passer, de passer le flambeau puis de passer à autre chose dans mon cas. Par contre, là, les derniers jours, les dernières semaines, c'est un peu plus lourd. Là, on sent une petite nostalgie un peu, puis la pression de la fin de tout ça. Mais en même temps, je suis bien à l'aise avec ma décision. Moi, je le dis souvent, j'ai été chanceux. Les gens de Baie-Saint-Paul m'ont élu au total 9 fois pour siéger 2 fois comme conseiller, puis 7 fois comme maire. Maire d'une ville quand même intéressante, hein, qu'on parle au niveau comme paysage, comme c'est une des plus belles municipalités au Québec, j'oserais dire au Canada. Oui, on est réputé là-dessus, mais avant d'aller là-dessus, si vous me permettez, juste voir, les paysages sont toujours aussi beaux après 25 ans, de mairie. Qu'est-ce que vous trouvez? Comment le village a évolué? D'abord, on est passé du village à une ville, mais en 25 ans, si vous aviez à porter un regard sur qu'est-ce qui a changé à Baie-Saint-Paul, on parle quand même d'un quart de siècle, M. le maire. Là. Ce qui a changé, bien sûr, c'est le centre. Oui, un quart de siècle. Le centre du village a changé. Vous savez, si on le regarde au niveau, vous savez, l'arrivée de l'hôpital ici, la construction de la bibliothèque, c'était un peu avant, mais quand même, c'était en même époque. C'est ça, la construction de l'hôpital, tout ce qu'il y a autour, puis l'aménagement qui a été fait dans ce secteur-là, c'est un changement. Même la construction de l'hôtel de ville ici. Ici a été inauguré, cet hôtel de ville-là a été inauguré en 2003. OK. Alors que j'étais maire. Vous étiez auparavant en face de l'église? On était en face de l'église, mais avec le regroupement, on n'avait même pas de salle de conseil. On tenait nos séances dans la salle de la bibliothèque actuelle. Et à l'époque, donc, c'était difficile là, pour une ville comme Baie-Saint-Paul qui venait de regrouper, de fonctionner dans ce cadre-là. Puis, c'est un des beaux gestes qu'on a fait dès le départ. On a décidé, nous, ici, on est dans le bâtiment où était à l'époque, pour ceux qui, de cette époque-là, on appelait CAPEC. Hein, ici, c'était... Les ateliers de travail. Les ateliers de travail. C'était pour de l'insertion au travail de personnes, entre autres, handicapées et qui travaillaient ici. Et nous, on avait acheté le terrain et la bâtisse. Ici, c'est un cul-de-sac. Hein, la rue René-Richard, elle arrêtait à côté de la bâtisse. Et on l'a acheté. À ce moment-là, on a mandaté Anne Carrier, architecte, ceux qui avaient fait la bibliothèque.
L'objectif étant de faire quelque chose qui puisse être un peu complémentaire avec la bibliothèque. Justement, oui. Et on a gardé ici, on oublie des fois la structure de base ici, on a gardé les mêmes fondations. Puis on a gardé aussi encore la structure d'acier qui était puis eux, à l'époque, ça leur a permis de s'en aller dans le coin de l'Équerre. C'est le BEFCO d'aujourd'hui. Le BEFCO, c'était devenu BEFCO à l'époque, c'était ici. Et maintenant, on a pu le transformer en hôtel de ville. Quand on porte un regard à l'exemple du bâtiment qui a été recyclé Oui. ici puis qui est rendu avec une nouvelle vocation, en 25 ans, parfois, on pose des gestes qui donnent des résultats plusieurs années plus tard. Oui. Y a-t-il des gestes dont vous voyez les impacts aujourd'hui qui ont été posés il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Y a-t-il des choses qui vous viennent à l'esprit là-dessus? On ne pensait pas que ça allait donner cela, ou des gestes qui ont eu plus d'importance qu'on pensait avec les années puis qui ont été vraiment des moments signifiants pour la ville ou des tournants? Bien, vite comme ça, il y en a un sûrement quand on a décidé, par exemple, de souligner les 25 ans du Cirque du Soleil. Oui. Ici, je me souviendrai toujours. J'écoutais la télévision, moi, et Guy Laliberté était au Festival de jazz de Montréal et avait annoncé, arrive au festival, et c'était à l'ouverture, et il dit de Baie-Saint-Paul à maintenant, que de chemin parcouru. Et moi, j'étais maire de Baie-Saint-Paul, dans mon salon, il dit, bien, voyons donc. Puis il n'y a aucun signe, les gens en parlaient parfois, mais il n'y a aucun signe qui rappelle que le cirque, ça a commencé ici, que ces gens-là se sont rencontrés ici. Ça a commencé avec la fête foraine. Par la suite, c'est devenu l'entreprise qu'on pensait. Et moi, j'ai appelé, envoyé un courriel à M. Laliberté, vous dire, quand ça va faire 25 ans, on peut-tu, nous, pourrais-tu souligner? Et il m'avait répondu, il dit, oui, on pourrait regarder des choses. Puis finalement, on avait monté toute un été complet, presque une année complète de festivités, mais un été, entre autres. Puis il y avait eu une journée particulière là, où Guy Laliberté était venu ici. Il y avait eu un gros spectacle avec des artistes du Québec. OK. Et suite à ça, moi, puis l'histoire est connue, mais j'aime ça la raconter quand même. L'histoire de Clément avec le festival. L'histoire de Clément, exactement. Vous avez fini votre soirée ensemble. Oui, bien, on s'est croisés. On s'est croisés. Et là, les gars étaient là, puis ils ont dit, Caroline, sais-tu, tabarnouche, un beau spectacle, belle affaire, on mange Baie-Saint-Paul, là, ça n'a pas de sens qu'on a eu une belle, faudrait continuer ça. Et moi, d'ailleurs, dans mon speech, lors de cette journée-là, ce que je disais, l'objectif de ce qu'on fait là, c'est pas tellement, oui, c'est de souligner 25 ans du cirque, d'ailleurs, c'est dans ce cadre de ça, on a installé le monument ici, puis... et le musée avait tenu une exposition sur tous les costumes du cirque, l'histoire des costumes. C'était magnifique. Mais moi, ce que je disais, c'est pour démontrer aussi qu'en région, il peut y avoir une gang de jeunes à un moment donné qui partent quelque chose et que tout à coup, ça devient quelque chose d'international. Dans ce cas-là, ça peut être autre chose, c'est faisable. Et donc, quand je regarde ça, ce geste-là qu'on avait posé, puis quand on voit le festif aujourd'hui, ce que c'est devenu, bon, il n'y a pas de lien direct, mais ça a été comme un élément déclencheur de quelque chose d'intéressant et on voit des retombées. Donc, on ne voit pas toujours. Puis tantôt, on parlait de l'hôtel de ville, mais c'était un peu aussi, vous savez, l'hôtel de ville ici, c'était un hôtel de ville, et bon, mais le fait de l'amener ici, bon, ça a fait, à un moment donné, on a dit, ça n'a pas de sens, un hôtel de ville qui est dans un cul-de-sac. On va ouvrir ça. On était prêts. Quand l'hôpital a été démoli, nous, c'était prêt là, pour faire un développement dans ces techniques-là. Oui, on avait fait faire d'ailleurs une étude qui s'appelait Baie-Saint-Paul 2021. On l'a fait dans les années 2010, mais ça s'appelait Baie-Saint-Paul 2021. Et là-dedans, toute une bonne partie, pas tout, mais une partie de ce qui avait été travaillé là-dedans a été réalisé. Et on ne prévoyait même pas à l'époque la démolition de l'hôpital. Mais déjà, nous, on voyait, là, on avait travaillé des choses pour que ça puisse pour que ça puisse se développer ici, puis de façon intéressante. Là. Moi, j'aurais une question à vous poser sur les difficultés d'être maire aussi, puis je vais l'illustrer de la façon suivante. Plusieurs dossiers se déroulent dans la municipalité pour lesquels vous n'êtes pas l'entité responsable. Oui.
parlons de la circulation. Oui. C'est une route nationale avec un numéro. Donc, le centre-ville de Baie-Saint-Paul, c'est le ministère des Transports. Même chose pour les travaux qui étaient prévus. Oui. La maison René Richard, c'est le ministère de la Culture. Oui. Et d'autres dossiers comme ceux-là. Est-ce qu'au fil des ans, on ne trouve pas ça difficile d'être responsable de dossiers qu'on ne contrôle pas? En fait, on peut. C'est pas vrai qu'on les contrôle pas. Là, je mettrais des bémols. Mais comment vous avez vécu cette on cohabitation avec moi, le gouvernement? moi, j'ai toujours essayé de travailler en collaboration avec les gouvernements. On a toujours essayé de voir comment on peut ensemble, là, comment on peut être facilitateur, Ouais. comment le gouvernement peut nous appuyer dans des initiatives. On en a des exemples. Puis on parlait de la maison René Richard. Là. À un moment donné, ça va finir par aboutir, tout ça. Mais c'est pas un peu frustrant d'être dépendant du ministère de la Culture? Mais vous savez, on est toujours un peu... Dans bien des dossiers, on l'est. Le ministère des Transports, c'en est un bel exemple, Ben oui. avec lequel il faut apprendre, je pense, à travailler. Il faut apprendre à travailler avec eux, avec ce que ça veut dire parfois, effectivement, de frustration dans certains cas. Mais moi, ce que je remarque au fil des 25 ans depuis que je suis maire, moi, je pense qu'on a plus maintenant, puis c'est des luttes, puis c'est pas fini la lutte de dire comment les municipalités peuvent prendre encore plus de place. Au moins, on nous a reconnus maintenant comme des gouvernements de proximité. Il y a encore plein de choses dans lesquelles on dépend, mais en même temps, on réussit, je pense, là, on a réussi à aller chercher certains aspects, certains enjeux. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'on a l'impression mais on doit travailler. Je vais donner un exemple d'un dossier là, qui date. L'intersection 138-362 au pied de la côte Saint-Antoine. Qui était absolument dangereuse. Qui était très dangereuse et que le ministère avait identifié. Mais nous, on disait, oui, OK, faites des travaux, mais il faut que ça soit aménagé. Il faut qu'on ait une belle entrée. Baie-Saint-Paul, on ne peut pas avoir n'importe quoi. Et le résultat, quand même, on a collaboré là-dedans, puis le résultat est quand même... Mais ça illustre également, M. Fortin, ce que je vous mentionne, parce qu'aussitôt que ça a été terminé, Poste Canada est débarqué. Ils ont été placés une boîte à mal dans le tournant qui était jugé dangereux. Alors, ça illustre la difficulté de faire affaire avec des gens qui ont toutes sortes de juridictions sur le territoire. De possibilités de juridiction. Regardez des exemples. Il y a des sociétés de la Couronne. Hydro-Québec, par exemple. Écoutez, cette société de la Couronne, ils n'ont même pas à me demander de permis pour faire des choses. Donc, parfois, sauf que nous, on leur dit, au moins, avertissez-nous. On peut tous en parler avant. Et de ce côté-là, du côté d'Hydro-Québec, ça a évolué. Et à un moment donné, ils l'ont enlevé. Puis, puis ils l'ont placé à un endroit où nous, on faisait... Puis, il y a une sensibilité maintenant de certaines organisations. Même une fois, il fallait qu'ils installent ce qu'on appelle des transformeurs qui sont gros et tout. Puis ils sont venus nous voir pour nous dire, hey, là, tel endroit, nous, on cherche des endroits là, où ils vont être le moins visibles possible, puis où ils vont être le moins... Et on a collaboré ensemble. Donc, ça ne donne pas toujours les résultats qu'on voudrait. Mais il y a quand même eu une évolution au fil des années. Donc, et moi, vous avez je pense l'impression que possible, les municipalités à Baie-Saint-Paul, on est moins tributaires des autres. Oui, puis on a pris plus de place. On est en mesure d'intervenir. On a pris plus de place et je pense que si on prend notre place... D'ailleurs, moi, je l'ai toujours dit, on est dans la région de la capitale nationale. Moi, je pense qu'on a à continuer là, mais on est condamné à se faire valoir, à se battre. Mais c'est comme ça. Et là-dessus, vous avez siégé des comités régionaux. Parlez-moi donc de ça un peu. Vous avez été à Capitale-Nationale, entre autres. Vous avez été représentant. J'ai été président de la Conférence régionale des élus pendant 8 ans, du CRCD et de la Conférence régionale des élus pendant 8 ans. Donc, j'ai présidé à la concertation régionale. J'ai été aussi président de l'Association des CLD du Québec pendant 4 ans, coprésident du réseau Les Arts et la Ville, tous des très beaux souvenirs de collaboration. J'ai siégé au conseil d'administration de l'UMQ également. Oui. Mais dites-moi, quand vous siégiez notamment avec des partenaires de la capitale nationale, on a toujours l'impression ici à Baie-Saint-Paul qu'on est le morceau incongru dans l'équation capitale nationale à cause à la fois de l'éloignement, de notre ruralité puis de notre spécificité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a toujours été, géographiquement dans la capitale, mais politiquement pas mal à part? C'est vrai qu'on n'a pas le choix. On va toujours être un peu à part dans notre configuration géographique. Mais en même temps, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je siégeais, que j'avais accepté de siéger là-bas, puis que je voulais
L'idée, c'était de prendre notre place, de dire, nous, on est capable de prendre notre place là-bas, on est capable de faire valoir certains points de vue, puis on est capable de travailler avec l'ensemble de la région. Je le crois encore, mais il ne faut pas lâcher. Puis c'est sûr que, écoutez, Québec, c'est une agglomération avec Lévis d'1 million d'habitants, là. Faut voir là, comment on peut... Le 14 000 de Baie-Saint-Paul pèse ce qui pèse dans la balance. Ben oui, mais quand moi je regarde les résultats, ce qui s'est passé, ce qu'on a réussi à réaliser autour de ça, je pense qu'à travers ça, nous, globalement, là, on a réussi à bien tirer notre épingle du jeu. Le dossier dont vous êtes le plus fier? Le dossier dont je suis le plus fier. Vous dites, celle-là, on l'a bien. Aïe, aïe. Je quitte l'esprit tranquille. Le dossier duquel vous êtes le plus fier? Il y en a quelques-uns. C'est dur, le plus fier. Il y en a quelques-uns Ben, qui je vous sont en donne 2, 3, mais je vous écoute écoutez, là-dessus. Le regroupement des 3 municipalités de Baie-Saint-Paul. Ça s'est fait en 96. En 96, mais moi, j'avais été élu en 93 à la paroisse avec le projet d'une étude de regroupement. On est les seuls au niveau politique, là. Je suis le seul ici qui l'avait fait à Baie-Saint-Paul. Parce que ça a été imposé par le gouvernement de Louise Arel. Un peu après. Oui. Nous, on l'a fait volontairement. Vous l'avez fait, OK. Oui, et c'est Ici, pour ça. c'est Et assez rare, ça. voilà où je dis, on l'a fait volontairement. Et même, on a été, pour le projet de Mme Arel, on a été quelque chose sur lequel ils se sont basés, sur ce que Baie-Saint-Paul avait fait. Et puis moi, je peux dire que j'ai été un des leaders à ce niveau-là. Et moi, j'en suis très fier parce que moi, à l'époque, ma vision des choses, c'était de dire, pour plus de cohésion à Baie-Saint-Paul, là, il faut regrouper ça, pour avoir une cohésion du développement. Puis se donner une force aussi. C'est pas à 3 séparés qui... Vous savez, là, à l'époque, il y avait 3 projets de parc industriel à Baie-Saint-Paul. Il n'y en avait pas. Vous savez, là. Puis il y avait des... Ce que vous me dites là, comme situation de 1996, oui. Est-ce que ce n'est pas encore un petit peu le cas aujourd'hui avec des petites municipalités qui entourent, Voilà, Baie-Saint-Paul? Mais c'est moins évident. Là, on était vraiment... Parce que Baie-Saint-Paul, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle... Baie-Saint-Paul-Paroisse. Puis la Rivière-du-Gouffre, de l'autre côté de la rivière, puis il y avait Baie-Saint-Paul-Paroisse de ce côté, puis il y avait le village au cœur. Mais on était une paroisse, un clocher, hein, un clocher Baie-Saint-Paul, à part celui de Saint-Placide, là. Mais il y avait un clocher ici. Et ça a des impacts. Moi, je pense, oui, aujourd'hui, moi, j'ai mon idée sur ce que devrait être la politique municipale ici. Je l'ai déjà dit. Mais à l'époque, là, et je pense que c'était plus naturel. Là, on était vraiment avec un seul clocher, des gens qui étaient... Écoutez, moi, ma mère est née de l'autre côté de la rivière. Je vivais d'un bord, puis mes grands-parents demeuraient dans le village quand j'étais plus jeune. Et vous savez, là, il y avait pas, pour moi, il n'y avait pas de différent. Mais moi, c'était vraiment l'idée de la cohésion puis d'une certaine force qu'on pouvait se donner. Puis je pense que le résultat était intéressant. Ça, c'est une chose dont je suis passablement fier. L'enfouissement des fils sur la rue Saint-Jean-Baptiste, je suis obligé de dire que c'est un dossier dont je suis assez fier du résultat de tout ça. Puis aussi parce que ça a été une moyenne bataille. Ça n'a pas été évident. Mais je pense qu'on a fait, puis on a... Qui est maintenant considérée comme une des plus belles rues au Canada. C'est quand même une belle rue, puis les gens viennent, puis reviennent. Moi, je dis souvent, l'important, c'est pas que les gens viennent à Baie-Saint-Paul, c'est qu'ils reviennent. Puis des fois, tu leur demandes, qu'est-ce que vous faites sur la rue Saint-Jean-Baptiste? Il y en a d'autres. Ah, il y a un petit quelque chose ici. Et ça, c'est pas qu'à cause de la ville, c'est les commerçants aussi qu'il faut saluer. C'est l'esprit de Baie-Saint-Paul. Les propriétaires de galeries. Oui, ça fait partie de l'esprit de Baie-Saint-Paul. Et ça, c'est quelque chose dont je suis passablement fier. Puis la dernière chose, puis là, je sais que c'est récent, mais c'est Maison-Mère. Pour moi, là, d'avoir réussi à reprendre Maison-Mère et de faire que c'est un projet qui semble, en tout cas, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, mais qui semble être sur la bonne voie, puis d'avoir pu faire de rendre public tous ces beaux espaces-là. Moi, je suis très fier de ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur durant ces 25 ans à la mairie? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Parle personnellement, là. Ah, personnellement? On sait que les dossiers, vous avez dû vous battre, puis il y a eu des... Oui, ça a brassé à l'Hôtel c'est sûr de Ville, qu'il y a un événement... Est-ce que vous avez trouvé le plus dur, là? Le plus dur, écoutez, c'est difficile mais c'est sûr que l'événement où on m'a envoyé à la commission municipale, là, suite à toute la question du festif qui était venu au centre-ville,
Je ne rembarquerai pas dans l'histoire, c'est très long. Mais je suis allé à la commission municipale me défendre sur quelque chose dont j'ai été blanchi complètement. Mais c'était votre intégrité qui était mise en cause à ce moment-là. On vous accusait de quoi, M. le maire? On m'accusait de ne pas avoir donné la bonne information au conseil. OK. Et d'être en conflit d'intérêts parce que mes enfants étaient impliqués au festif. Et finalement, je suis allé là-bas, pendant quand même une défense pendant 2 jours, et accusé par 4 de mes conseillers à l'époque. Et finalement, vous savez, c'est pas facile parce qu'on croit à ce qu'on fait. Puis finalement, j'ai été blanchi tout le long. Donc ça, mais ça, j'avoue, là, après coup, je suis obligé de dire que ça a été un moment difficile. Monsieur le maire, on entend beaucoup d'élus qui disent, puis certains se sont retirés à cause de ça, qu'on a perdu au cours des années une certaine réserve que l'on avait envers nos élus, que vous pouvez maintenant vous faire apostropher à tout bout de champ, les réseaux sociaux partent après vous autres. Comment vous avez vécu ça, vous, de votre côté? J'avoue... C'est resté civilisé ici? Moi, je vais vous avouer, là-dessus, par contre, là, tantôt, je parlais d'un moment, mais vous savez, il n'y en a pas... Dans l'ensemble, moi, j'ai toujours été bien accueilli par les citoyens de Baie-Saint-Paul. Je les en remercie. J'ai essayé de faire de même pour moi. Vous n'avez pas vécu de harcèlement? Jamais été... Non, j'ai jamais vécu de harcèlement. On a eu des bonnes discussions, parfois dans des séances ici par des citoyens, des bonnes, des shows. On ne se le cachera pas. Je parlais de l'enfouissement des fils tout à l'heure. Ça a brassé. Puis ça a brassé d'une couple de dossiers. Mais globalement, là, j'ai toujours, je pense, autant des adversaires politiques que des amis, évidemment. J'ai toujours été bien accueilli à Baie-Saint-Paul et dans mon cas, moi, vraiment, là, ça, de ce côté-là, là, je peux dire que j'ai été chanceux, puis j'en remercie la population parce qu'on m'a toujours bien accueilli partout et correctement aussi. Il y a une tradition chez les présidents américains de laisser une lettre dans le tiroir pour son successeur. J'aimerais savoir, allez-vous laisser une lettre dans le tiroir? Non, on va sûrement se rencontrer. Si vous aviez quelque chose à écrire dans cette lettre-là, ça serait quoi vos recommandations? Oh boy, mes recommandations... Qu'est-ce que vous écririez à vos successeurs? Ce que j'écrirais, écoutez, je dirais... il y a peut-être toutes sortes de choses, mais moi, je dirais... Quand on est maire d'une municipalité, il y a 2 ou 3 qualités importantes là, qu'il faut avoir. Je pense que c'est l'humilité, la transparence aussi, l'humilité, mais aussi la persévérance. Ne pas lâcher, avoir la vision. Développer une vision, bien la faire comprendre par ta population. S'assurer que la population la saisit bien. Ton conseil et la population. Ça, je pense, c'est c'est des qualités importantes qu'on doit avoir là-dedans. La patience aussi. Être capable de dire qu'à un moment donné, même si ça brasse un peu, capable de prendre un peu de recul et de dire, regarde, ça, c'est ma façon de travailler. D'autres choses, je pense qu'il y a des enjeux incontournables pour les prochaines années. Qui sont? Qui sont globalement, là, entre autres, toute la question du développement durable, des changements climatiques et tout ce que vous voulez, c'est des enjeux incontournables que les municipalités vont devoir poser au cours des prochaines années. La participation citoyenne. Comment on fait pour que les citoyens soient plus impliqués? De quelle manière? Comment on... Tu sais, nous, on a testé des affaires, mais je pense... Peut-être jusque-là, budget participatif, tout qu'on a testé ici, mais malheureusement, on n'a pas pu continuer. Mais moi, je pense que toute la question de la participation citoyenne est quelque chose de fondamental dans l'avenir des municipalités. Comment on fait pour inciter ça puis assurer ces choses-là? Pour Baie-Saint-Paul comme tel, moi, je pense que je parlais au départ de la beauté de nos paysages, de la beauté tout court. Je pense que ça, c'est un enjeu important. Je dis des fois... nos villes, nos villages ne se distinguent pas par le plus beau réseau d'aqueducs, d'égouts, on en a tous. Mais ils vont se distinguer par la beauté. Et ça, là, c'est important. Je pense que ça va être important dans l'avenir. Évidemment, moi, je pense qu'à Baie-Saint-Paul aussi, la question culturelle est incontournable. Omniprésente. Omniprésente et incontournable. Et
On ne peut pas passer à côté. C'est important, puis c'est ce qui nous façonne. C'est une partie de choses qui nous a façonnés. C'est les grands, moi je pense que c'est les grands enjeux. Puis notre place dans Charlevoix. Notre place dans Charlevoix, puis on parlait tantôt de la capitale nationale. Oui. La place de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, dans la capitale nationale, mais je pense qu'elle est enviable, puis elle devrait l'être encore plus. Elle est enviable. C'est possible. Puis je pense qu'elle est déjà enviable, puis que je pense que l'avenir est intéressant. En terminant, M. le maire, est-ce que je dois vous souhaiter bonne retraite ou vous dire on se revoit bientôt dans d'autres fonctions? Comment on conclut ça? Bonne retraite. Bonne retraite pour l'instant? Du municipal, oui. Bonne retraite du municipal. M. le maire, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci pour toutes ces années au service de la population. Merci beaucoup. Au nom de tous, je vous remercie. Le fort achalandage de touristes qui visitent nos régions provoque-t-il une usure prématurée de nos sentiers pédestres? On en parle avec le président du Défi des 5 sommets. J'accueille Louis-Philippe Dufour-Chagne, président du Défi des 5 sommets. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça nous fait plaisir. Écoutez, je commencerai d'abord par vous poser la question suivante. Comment s'est déroulée la saison 2021? On a passé une super belle saison là, avec le Défi des 5 sommets cette année. L'année passée, on avait eu quelques enjeux d'achalandage cette année en ayant dispersé les sommets, en ayant misé beaucoup sur la sensibilisation au niveau de la protection des sentiers. On a vraiment passé un bel été. On a eu encore une augmentation d'achalandage, en fait, de nombre d'inscriptions, mais les gens sont de plus en plus respectueux. On n'a pas eu d'écho, de débordement. On a passé un bel été. Ça m'amène à vous demander, est-ce que les gens respectaient le code de conduite? Là, je sais que vous avez fait presque une campagne de sensibilisation vraiment là-dessus au début de la saison. Est-ce que ça a porté fruit? Je crois que oui. C'est sûr que c'est toujours difficile d'évaluer les retombées de sensibilisation de n'importe quelle forme, mais je pense que oui, on a eu énormément de retours par rapport à ça. On a même lancé un concours où les gens devaient se prendre en photo en respectant les sentiers. On a eu beaucoup de retours positifs. Je pense que oui. Puis encore une fois, cette année, on va envoyer des bénévoles sur les sentiers pour aller vérifier, s'assurer qu'il ne reste pas de déchets sur les différents sentiers cette année. Mais à date, là, tout se passe bien. On va refaire des sondages à la fin aussi pour voir là, où diriger pour l'année prochaine. Oui. C'est sûr qu'on va poursuivre cette voie-là. Dites-moi, M. Dufour, les sommets qui étaient en repos cette année, c'était lesquels? Qui étaient en repos, C'est-à-dire que vous aviez choisi des nouveaux sommets pour la saison 2021 pour justement laisser reposer quelques endroits. C'était lesquels? En fait, c'est sûr que oui, on essaye toujours d'apporter une nouveauté à chaque année. L'année passée, on avait le Mont des Morios qui faisait partie des 5 sommets, qui était quand même près de l'acropole des Draveurs, puis qui avait un gros achalandage dû à ça, dû au refoulement au parc. On avait aussi le Mont du Dôme qui avait qui était dans la même situation avec la proximité du Mont du Lac-des-Cygnes. Donc, ces deux sentiers-là, on s'est éloigné un peu cette année. L'année prochaine, on ne sait pas encore là, à quoi ça va ressembler, mais on va rester quand même à l'écoute des différents gestionnaires de santé, de l'État, de leurs besoins. Oui, c'est ça. Puis ça ne doit pas être évident, comme vous le dites. Ça peut coûter combien à votre organisation pour entretenir ces sentiers-là, pour les garder quasiment intacts, là, finalement? En fait, le Défi des 5 sommets n'a pas un rôle d'entretien des sentiers. C'est vraiment les organismes qui en ont la gestion, qui s'occupent de l'entretien. Nous, cette année, ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a monté une banque de bénévoles qu'on a mis à disposition des organismes pour que s'ils ont des besoins, parce que la main-d'œuvre, c'est difficile, c'est des organismes à but non lucratif aussi, donc ils ont aussi ils doivent se reposer souvent sur des bénévoles. Donc, nous, on a voulu leur fournir cette aide-là. On a aussi un rôle de sensibilisation qu'on a établi avec les différents organismes. Donc, on a mis énormément d'efforts là-dessus. Mais c'est surtout à ces niveaux-là. Puis c'est sûr que si jamais on peut faire quelque chose, on peut apporter une aide monétaire aux organismes, mais on leur a fait savoir qu'on était ouvert à leur apporter du soutien si on était capable. Évidemment, nous aussi, on est un organisme à but non lucratif. Là.
Donc, pour l'instant, c'est surtout au niveau des efforts de communication là, qu'on peut la rapporter. Je comprends. Puis, cette année, vous avez eu combien, êtes-vous capable de nous dire combien de gens ont participé à ce défi-là? La quantité de gens qui participent, c'est toujours difficile à évaluer. On a eu près de 7500 inscriptions au défi des 5 semaines. Quand même. Jusqu'à maintenant, oui, quand même, c'est un bon chiffre. Jusqu'à maintenant, on a environ 2000 personnes qui ont terminé les 5 sommets. Certains aussi ont terminé les 6 sommets, incluant le Mont Mystère. Mais on reçoit toujours beaucoup de photos dans les dernières semaines. Donc, avant de dire combien de personnes ont participé, combien de personnes ont terminé, il va falloir attendre encore là, jusqu'au 18 octobre. Peut-être pour l'avenir, parce que là, je vois que c'est un défi qui prend en popularité, j'ai l'impression, à chaque année, là, surtout avec la pandémie, les gens ont vraiment voulu rester au Québec, puis entre autres découvrir Charlevoix, très, très belle région. C'est quoi un peu votre appréhension pour la prochaine et les prochaines années? Est-ce que vous allez rajouter des mesures pour justement protéger les sentiers? Comment vous voyez ça? On est toujours en réflexion. C'est sûr que cette année, c'était une des premières années où que la question se posait vraiment dû au changement de l'achalandage, à l'augmentation après la pandémie. Donc, c'est sûr que cette année, on a mis déjà beaucoup d'efforts en sensibilisation. On met aussi sur notre site, on met différentes pages pour diriger le monde sur les pratiques à avoir. Pour l'année prochaine, c'est sûr qu'on va en faire d'autres. On veut faire différentes vidéos, différents directs avec différents intervenants pour que les gens aient plus d'informations. Cette année, entre autres, on s'est éloigné un peu des parcs nationaux pour un peu disperser les gens pour pas que ça soit tous les mêmes sentiers, les mêmes secteurs qu'il y ait l'achalandage. C'est sûr qu'on va avoir une réflexion cette année avec les différents gestionnaires. On va se repencher pour l'année prochaine. On va finir cette année là, pour commencer, mais c'est sûr que oui, on va se pencher là, pour l'année prochaine, voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Puis on a toujours la réflexion sur l'impact qu'on peut avoir, puis qu'est-ce qu'on peut apporter aussi à la région. Au début de l'année passée, on s'est demandé si le défi des 5 semaines avait toujours lieu d'être. On est venu à la réflexion en parlant à tout le monde, en parlant aux participants, en parlant aux organismes, que oui, puis que justement, on pouvait profiter de notre communauté pour apporter à la randonnée pédestre, changer les habitudes. Puis on s'est fait même dire par plusieurs organismes que les gens qui participent au défi, c'était souvent ceux qui étaient le plus informés, qui étaient le plus respectueux. Puis que même en descendant les sentiers, ils ramenaient les déchets des autres avec eux. Je pense que oui, on peut avoir encore un bel impact, puis on va toujours réfléchir là, à savoir comment qu'on peut l'améliorer. Absolument. Et, on va vous suivre, ça c'est certain, pour la saison prochaine. Et mais merci beaucoup, M. Dufour. Bien, merci à vous. Puis je vous invite à faire le défi. Là, c'est pas encore fini, on a encore des belles couleurs. Puis on risque de revenir là, en force l'année prochaine. Absolument. Ça se termine le 18 octobre, c'est bien ça? Exactement. Bien, merci beaucoup, M. Dufour. C'était donc le président du défi Les 5 sommets, M. Louis-Philippe Dufour-Chang. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul tient en ce moment son grand encamp virtuel et on a rencontré son directeur général, Martin Ouellette, pour en parler. Martin Ouellette, bonjour. Salut Martin, comment ça va? Ça va bien. Martin, vous organisez un encamp au profit du Musée d'art contemporain, un encamp virtuel. Pourquoi vous organisez cet encamp? Bien, comme vous le savez, la COVID, elle a changé les choses. Hein. Normalement, on fait notre cocktail de financement sur place. On est au Germain, on accueille les gens, on est 300 dans une salle. C'est une activité prisée, ça, dans Charlevoix, le cocktail bénéfice du MAC-BSP. Oui, c'est un événement, on pourrait dire un happening, qui s'est créé au fil des années. On était rendu, si ma mémoire est bonne, au 13e cocktail. Puis ça nous permettait de ramasser une belle somme d'argent. On était très, 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 très contents d'organiser cet événement-là. Et là, la COVID est arrivée. La COVID est arrivée, là, il a fallu se réinventer, comme beaucoup de secteurs dans la culture. Il a fallu trouver des idées pour aller pallier à nos manques de financement. Oui. Alors, on a trouvé une façon de faire qui est un encamp en ligne. Alors, on a rencontré tous nos grands collectionneurs, nos amis du musée, puis on a vu avec eux si c'était possible de nous donner une pièce de leur collection pour ensuite la mettre en ligne et procéder à la vente. Et les profits iront au musée.
Votre cocktail permettait de faire un encan à la criée. Puis là, vous aviez des gens dans la salle qui pouvaient miser sur les œuvres. Oui. C'est quoi l'enjeu d'un encan virtuel? Bien, vous savez, c'est plus difficile parce qu'un encan... Il faut intéresser les gens à venir en ligne? Il faut faire en sorte que les gens puissent connaître les œuvres. Et avant de connaître les œuvres, c'est connaître l'existence de l'encan. Donc, tout l'aspect promotionnel est très important. L'aspect aussi communication est important. Alors, c'est pour ça qu'on travaille très fort, notre équipe de communication travaille très fort pour faire le plus de promotion possible. Parlons-en des œuvres qui sont à l'encan cette année. Des noms qui sont connus. Oui. Des noms qui sont connus. Vous avez, entre autres, un Frédéric Bach qui est à l'encan. Oui. Pouvez-vous en parler un peu? Oui, c'est une belle pièce, ce tableau-là. C'est un pastel et on peut dire une technique mixte. Ça représente une scène historique. Alors, on est très fiers parce que, vous savez, Frédéric Bach, c'est un personnage important dans notre histoire. Et aujourd'hui, on est capable de présenter cette œuvre qui est une belle donation d'un grand donateur. Et, vous avez également un Kitty Bruno. On va les regarder, on va en parler un peu. On va faire la liste un peu. Vous avez des Kitty Bruno? Oui, le Kitty Bruno, c'est une belle technique mixte. Que vous avez exposé ici au musée? Non, on ne l'a pas exposé. Mais en ce moment, vous avez raison, il y a une exposition qui contient des Kitty Bruno, qui a inventé la liberté. Une magnifique exposition que vous pouvez venir voir jusqu'à la mi-novembre. Parmi les autres habitués, je vais dire, du MAC-BSP, vous avez des pièces de René de Rouen. Oui, on en a 3. Nous avons 2 lithographies et aussi une œuvre importante, Ressac 5, Ressac 6, qui est une œuvre sculptée de bois avec il a intégré à l'intérieur des pièces de notre région. C'est une œuvre qui rappelle le largage des 17 000 sculptures dans notre région. Également 6 lithographies de Riopelle. Oui, vous savez, Riopelle, un grand nom dans notre culture québécoise et canadienne. Nous avons la chance d'avoir 6 lithographies. Les gens se les arrachent. Elles sont toutes magnifiques. On a des abstractions et des lithographies plus figuratives. Alors, on a toutes les gammes de prix. Oui, bien, c'est ce qu'on constate, là. Vous avez dans l'encan, effectivement, des lithos et vous avez des pièces originales. Oui. Donc, on peut comprendre que c'est quand même un encan de bénéfice, mais il y en a pour presque tous les budgets. C'est très important parce que, vous savez, si on peut parler de tout ce qui gravite autour du musée, on a des donateurs, on a des amis, et alors on a toutes les gammes de portefeuille. Et c'est important aussi de faire rayonner notre culture. Et je pense que dans ce cocktail-là, dans cet encan-là, on le fait très bien parce qu'on est capable d'aller chercher des œuvres de toutes les gammes de prix, mais en même temps, plusieurs artistes. Alors, on ne voulait pas non plus avoir 32 Riopelle, 44 œuvres. On voulait vraiment avoir un éventail diversifié. Et une diversité de styles. Bien sûr. On a des médiums, on a des bronzes, on a un bronze de Suzor-Côté, on a des papiers, on a des œuvres originales sur papier, on a des lithographies, on a des acryliques sur toile, des huiles sur toile, on a tous les médiums. Et vous avez une pièce vedette, quelques-unes, mais entre autres... une œuvre de Françoise Sullivan. Oui. Et elle sera un peu la vedette de l'encan, si on comprend bien. Oui, cette œuvre, c'est un 48-48, si ma mémoire est bonne, un 2015, une œuvre qui s'intitule Proportio, magnifique couleur bleue. Vous savez, les proportions, ça fait partie des œuvres les plus recherchées de toute sa production. C'est une œuvre plus tardive. Normalement, on peut penser que des œuvres de début de carrière, de milieu de carrière, de fin de carrière sont soit plus intéressantes, moins intéressantes. Dans son cas, elle, ces œuvres de fin de carrière sont prisées, très recherchées. Et en ce moment, dans notre magnifique musée, nous avons une exposition avec des œuvres de Françoise Sullivan. Et vous pouvez venir les voir également. Alors, que ce soit pour une pièce de Françoise Sullivan ou pour des lithographies, on se rend où, jusqu'à quand et on fait comment? Alors, c'est jusqu'au 19 octobre. L'encan se termine à 1h de l'après-midi. C'est sur le site www.heffel.com. Vous pouvez aller aussi sur le site du macbsp.com. Toute l'information y est divulguée. Et nos 32 œuvres seront disponibles pour vous jusqu'à cette date. Martin Ouellette, merci beaucoup. C'était un plaisir.
J'accueille maintenant Maxime Jaudoin pour parler de sport. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Tout d'abord, Maxime, c'est le 45e rendez-vous de la santé à Baie-Saint-Paul au mois d'octobre. Oui, alors organisé par la Ville de Baie-Saint-Paul, ça va se passer le 24 octobre aux abords du Centre éducatif Saint-Aubin, donc ce qui fait tout le tour finalement de l'école. Alors, il va y avoir du monde en place, ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est comme activité? Oui, alors une activité, c'est de la marche et de la course. Donc, les gens vont choisir, en fait, l'activité est en 3 volets. Donc, on a la marche promotuelle assurance de 5 km, la course Family Prix de 1 km et pour les plus aptes à le faire, la course des jardins de 5 et 10 km. Donc, les gens, c'est ouvert à tout le monde et les gens choisissent la course selon eux qui jugent adéquat. Alors, il y en a pour tous les goûts. Oui, absolument. Bien, c'est ce qui a trait aussi là-dedans. Là. Et si on veut s'inscrire, on fait comment? Alors, on va sur le site qu'on va voir apparaître là, au bas de l'écran. Donc, inscriptionenligne.ca/courir Baie-Saint-Paul pour plus d'informations. Est-ce qu'il y a des rabais pour les familles? Est-ce qu'il y a des forfaits qui sont présentés? Oui, alors, à la préinscription, on a des rabais qui sont applicables aux gens de 13 à 16 ans ou encore à l'inscription de 3 membres d'une même équipe ou d'une même famille entreprise. Là. Donc, s'il y en a qui sont matchés, comme on dit, là, on a des rabais aussi à ce sujet-là. Et on souligne donc également que le passeport vaccinal est obligatoire. Oui, alors lavage des mains, le masque pour ceux qui seront pas plus la preuve de vaccination. Plus la preuve. Donc, tout ça rentre en ligne de compte, évidemment. On a connu maintenant les champions de la Ligue de hockey Budweiser des éboulements. Oui, alors comme on le voit ici sur la photo, donc on parle de l'équipe Maçonnerie Guy Tremblay, champion 2021. On voit ici vraiment qu'ils ont l'air très heureux sur la photo. On est content de voir ça. Alors, une victoire de 2-1 face à Plomby-Grodreau. Ça s'est fait dans une finale qui s'est tenue le 30 septembre dernier. Et pour cette équipe-là, c'est un 2e trophée consécutif. Je peux vous dire que l'équipe, parce que j'ai joué dans cette ligue-là, et ça a été une équipe forte en attaque, je vais vous le dire comme ça. C'est une grosse ligue de deck hockey parce qu'on compte pas moins de 6 équipes quand même dans la ligue. Oui, bien 6 équipes, puis il y a des commanditaires. On parle de Ferme Nordique, Cuisine Simard, Simard Suspension qui était mon équipe. Je salue d'ailleurs mes collègues à l'écran. Donc, on avait 6 formations, oui. Donc, il y a un coût d'entrée comme ça, il y a des règlements, des arbitres. Donc, vraiment, c'est une ligue. On a des ligues amicales dans Charlevoix, mais celle-ci, Budweiser des éboulements, c'est une ligue quand même compétitive. Et oui, parce qu'il y a un trophée, il y a de l'argent en jeu. Donc, oui, disons que les matchs, c'est amical, mais sur la patinoire, sur la surface de jeu, c'est tout autre, je dirais. OK. On joue au vrai deck hockey. On joue au vrai deck hockey. Parlons maintenant de la Ligue nationale de football. Il y a Tom Brady, l'infatigable, qui a encore atteint des nouveaux sommets cette semaine. Oui, donc Tom Brady qui était de retour au bercail dimanche dernier à Foxborough, lui qui a joué pour les Patriots pendant 19 ans, de 2000 à 2019. Oui. Donc, c'est un retour aux sources pour lui. C'était sa première visite comme adversaire. Et voilà, première visite. Donc, victoire de Brady et des Bucs par la marque de 19-17. Et 2 points importants à souligner pour Brady. Tout d'abord, il a récolté maintenant au moins une victoire contre chaque formation de la NFL, ce qui n'est pas rien pour un quart, je vais le préciser. Absolument. Et il a dépassé Drew Brees. Là, on avait un record. Il a dépassé Drew Brees pour le plus grand nombre de verges par la passe. Et avant qu'il atteigne, la marque était de 80 358 verges. Et je pense qu'il l'a fait en pratiquement 2 ou 3 jeux. Ben, en fait, 2 quarts. Là. Il était à 68 verges avant de commencer le match. Là. Donc, il a rapidement dépassé le record de Drew Brees. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a eu des commentaires sur comment ça se passait avec son ancien entraîneur? Parce que Belichick, l'entraîneur des Patriots, n'est pas nécessairement un adversaire facile. Non, c'est pas un adversaire facile. Il y a eu une accolade à la fin de la rencontre, là, justement, qu'on a pu voir. Et l'accolade, honnêtement, n'a pas duré longtemps. Alors, on s'est posé des questions. Est-ce qu'il y a un froid? Parce que ça a peut-être été 3 secondes. Mais Brady a réaffirmé qu'entre lui et son coach, il n'y avait pas de froid. Ils ont eu une discussion après la rencontre qu'ils ont gardée privée. Mais lui, il a assuré que malgré ce qu'on peut penser là, avec les images qu'on a vues, l'entente entre lui et Belichick, là, elle est correcte. Parlons maintenant du Canadien de Montréal parce que le camp d'entraînement est terminé. Le camp d'entraînement est terminé. C'est terminé donc hier, le 16 octobre, au moment où on enregistre, avec une défaite de 5-4 là, face aux Sénateurs. Donc là, hier, en fait, au moment où on se parle dans la rencontre, on a eu un portrait global un peu de la formation qu'on va avoir en début de saison. Il y a des joueurs peut-être là, qui vont tenter de, entre autres, je pense à Ryan Peeling. J'ai hâte de voir, lui, est-ce qu'il va pas encore réglé son cas, lui? C'est pas encore réglé. Alors là, j'ai hâte de voir, lui, est-ce qu'il va commencer la saison comme 4e centre? Il était dans les plans au début, mais là, avec le camp qu'il a eu, c'est pas encore sûr. Ça va être à surveiller. Là, par contre, la nouvelle du jour, c'est Carey Price qui a intégré le programme d'aide de la Ligue nationale. Ça veut dire quoi exactement, ce programme d'aide-là de la Ligue nationale? Le programme d'aide, c'est pour les joueurs, en fond, qui souffrent de problèmes soit de santé mentale, drogue, alcool ou encore de jeu. Parce que oui, ça peut arriver qu'on ait des problèmes de jeu
Est-ce qu'on sait de quoi il s'agit dans le cas de Carey Price? Bien, écoutez, là, au début, on n'a pas fait trop de spéculation, mais tous les blogs et les experts penchent du côté de la santé mentale parce que Jonathan Drouin également qui est venu commenter la situation par rapport à ça. Donc, on n'a pas voulu le mettre publiquement, puis je comprends aussi la raison, mais tout porte à croire que ce serait la santé mentale qui serait en cause, une dépression dans son cas également. On parle maintenant ouvertement de ces questions. Oui. Il semblerait que ce n'est plus un sujet tabou, en tout cas pas chez le Canadien de Montréal. Oui. Comment le monde sportif réagit à ça? Des supposés héros invincibles qui tout à coup font part de leur vulnérabilité. Comment ça réagit? Bien, écoute, c'est dramatique parce que d'un, Price est considéré comme étant un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Ouais. C'est le joueur clé chez le Canadien de Montréal. Donc, d'un côté, oui, les entraîneurs, Marc Bergevin était très émotif, lui, en point de presse, que son gardien de but soit laissé de côté. Dominique Ducharme, c'était pareil, mais pour tous les autres joueurs aussi, parce qu'il y a des Crosby, des Matthews, des Ovechkin également, parfois, qui subissent cette pression-là. Donc, il y avait une solidarité auprès de Price qu'on n'a pratiquement pas vu avant. Donc, on peut voir que la santé mentale, c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, mais quand ça arrive à un de tes collègues, peu importe dans ton équipe ou pas, il y a une solidarité qu'on peut voir dans les médias absolument formidable. Alors, il sera absent pour les 30 prochains jours. Oui, alors minimum 30 jours avec le programme d'aide et peut-être plus. Donc là, ça veut dire que pour le mois d'octobre, on ne le verra pas, peut-être en novembre, mais ça va dépendre de lui. Et la saison commence à quel moment? La saison commence officiellement le 12 octobre et pour le Canadien, ce sera le 13 face à Toronto. Maxime Jodoin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, c'est tout pour les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine.